Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres de cette édition. Plus de 9000 écoles fermées dans la sous-région ouest africaine du fait de conflits armés. La situation est critique selon l'UNICEF. Ce sont au moins 40,6 millions d'enfants qui sont dans l'impossibilité de poursuivre leurs études. Les précisions dès le début de cette édition. La 4e édition du Forum des stages a refermé ses portes ce vendredi à Abidjan. Des centaines de jeunes diplômés en quête d'emploi ont pris part à l'événement débuté ce jeudi 3 octobre. Un point complet vous sera proposé dans la première partie de ce journal. Pour le dossier entrepreneuriat, une enquête vous sera proposée sur la filière de l'Atiéké de Dabou, un business que les Ivoiriens connaissent bien, en particulier ceux qui résident à Abidjan et dans les localités environnantes. L'activité est quasiment devenue l'identité de l'entrepreneuriat féminin de la région, comme nous le verrons en fin d'édition. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. C'est un drame à l'ampleur insoupçonnée qui menace d'effondrer le système éducatif dans la sous-région ouest africaine. Dans un rapport publié en août dernier, les fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, révélait que au premier semestre de l'année 2019, ce sont exactement 9272 écoles qui avaient été contraintes dans plusieurs pays de la sous-région en raison des conflits militaires. Cette situation, précise le rapport de l'organisation, empêche actuellement plus de 40 millions d'enfants, notamment dans le primaire et dans le premier cycle du secondaire, de poursuivre leur scolarité. Principales zones de conflit, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria ou encore le Cameroun, où l'UNICEF appelle les États à multiplier les efforts pour estomper les effets de ces crises sur l'éducation. Et il n'y a pas qu'en Afrique que l'éducation est en crise. En Amérique centrale également, précisément au Guatemala, l'école est aux abois. C'est en tout cas ce qui se passe dans certaines parties du pays, comme dans la localité de Esquilas, dans l'extrême sud-est, où les salles de classe sont parfois vides. Les écoles sont généralement sous-effectifs, cette fois pas du fait des conflits armés, mais plutôt à cause de l'immigration. Et la saignée continue, regardez. Si la jeunesse est la richesse d'un pays, alors au Guatemala, l'avenir s'annonce bien sombre. Dans cette école d'Esquipulas, à l'extrême sud-est du pays, le directeur fait les comptes des effectifs. Nous voici dans la première de nos 2 classes de 5e. Dans celle-ci, il y a 12 garçons et 13 filles. Et voici la 2e classe de 5e, qui aurait dû être remplie d'élèves. L'école a perdu environ 40% de ses élèves. Beaucoup, car ils ont pris la longue route de la migration vers les États-Unis. Pour moi, en tant que Guatémaltèque et en tant qu'enseignant, je trouve ça très triste. Car parmi ces gamins qui sont partis, il y avait les talents de demain dont a besoin notre pays. Et je suis triste aussi quand je pense au trajet épouvantable et aux risques qu'encourent ces gosses pour pouvoir atteindre l'Amérique. Des risques extrêmes. Car si les histoires de migrants quittant le Guatemala, le Honduras ou le Mexique en famille sont connues, un autre exode est beaucoup plus discret. Celui des enfants partis sans leur famille, avec un adulte inconnu. C'est le cas de Hector, âgé de 13 ans. Vous ne le verrez pas, dans son extrême pauvreté, sa mère n'a même pas les moyens d'avoir une photo de lui. Il y a quelques mois, elle a confié son fils à un adulte d'une trentaine d'années, une relation du village. Un homme qui est parti avec Hector. Elle est restée ici avec ses 6 autres enfants et ce choix déchirant. Son rêve, c'était d'étudier et de devenir quelqu'un d'important. Il savait qu'en restant ici, il serait toujours pauvre. Et quand on est pauvre, on nous traite comme des chiens. Il m'a dit, maman, il faut que je parte pour réussir. Et ici, c'est impossible. Et moi, sa mère, je ne pouvais pas l'aider. C'est dur de voir son enfant partir, peut-être pour toujours. Mais c'était sa décision. Si Hector, comme d'autres enfants, a pu partir aussi facilement, c'est parce que les passeurs encouragent les candidats à l'immigration à voyager avec un mineur, même sans aucun lien de parenté.
Ils savent que la loi américaine sera un peu plus clémente, surtout si l'adulte prétend qu'il est le père de l'enfant. À l'abri des regards, dans sa cour intérieure, le maire adjoint du village nous confie comment ces enfants de la migration ont fait évoluer les prix des passeurs de la région. D'après ce que je sais, les passeurs, qu'on appelle ici les coyotes, font payer entre 8 et 10 000 euros pour un adulte candidat au voyage. Mais si cet adulte est accompagné d'un enfant, d'un mineur, le prix baisse à 3 000 euros seulement, car les passeurs n'ont pas à se fatiguer. Ils ont juste à déposer de l'autre côté de la frontière l'homme et l'enfant qui attendront de se faire arrêter par les policiers américains. Souvent, comme sur ces images que nous avons tournées à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les migrants accompagnés d'enfants se livrent eux-mêmes à la police américaine, sachant qu'un enfant est plus difficilement expulsable. Selon les informations que nous avons pu recouper, Hector et l'homme qui l'accompagnait ont mis 9 jours pour arriver aux États-Unis. Ils ont été arrêtés juste après le passage de la frontière. Les policiers américains ont finalement pu prouver que l'adulte n'était pas le père d'Hector et l'ont expulsé. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Hector, lui, est resté et a été placé auprès des services sociaux américains. Un centre pour mineurs à Houston, au Texas, comme celui-ci, nous a confirmé qu'Hector était bien sous sa garde, mais ne nous a pas autorisés à le voir ni lui parler. L'administration Trump a serré la vis. Affichage des politiques sévères dans les centres de rétention, recours accru aux tests ADN pour déterminer les liens de parenté. Les chiffres ont un peu baissé, mais rien n'entame la détermination des migrants. Restée au village, la sœur d'Hector veut suivre le même chemin que son frère. Maintenant, lui, il mange 4 fois par jour. Il a un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner et même un autre repas plus tard. Je serais très triste de partir, mais je le ferai quand même, car c'est le seul moyen d'avoir une vie meilleure. Et comme ça, je pourrai aider ma mère de là-bas, pour qu'elle ne manque de rien. Dans certains cas, L'édition 2019 du Forum des stages s'est clôturée ce vendredi 4 octobre à Abidjan. L'événement a mobilisé durant 2 jours des centaines de candidats à l'emploi qui ont reçu des formations pratiques visant à accroître leur employabilité sur le marché. Le compte rendu avec Eudoxie Kouakou dans un reportage de Leslie Beda et Christian Rago. Ils étaient nombreux ces 3 et 4 octobre 2019 à avoir fait le déplacement au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion de la 4e édition du Salon des stages et de l'emploi dénommé New Power. Organisé par le cabinet de recrutement Empower dans l'optique d'offrir environ 250 stages aux jeunes et de les mettre en relation avec les entreprises, ce forum aura permis aux participants de bénéficier de plusieurs sessions de formation animées par des experts notamment sur les stratégies de réussite en matière d'insertion socio-professionnelle. Il va regarder comment vous êtes habillé, comment vous bougez, comment vous parlez, combien de temps de réponse vous mettez, est-ce que vous clignez des yeux. Il va sortir un profiling total, d'accord, pour évaluer vos émotions, un début de personnalité, etc. Donc ça va très très loin. Et ça aussi, c'est les nouvelles technologies pour répondre à votre question. Et puis, vous allez avoir aussi de la créativité. Vous allez avoir des entreprises qui vont changer, et je pense que M. Traoré est certainement en plein dedans, qui vont changer leur processus de recrutement et intégrer des nouvelles méthodes, par exemple des blogs. Des contributions qui ont visiblement outillé les nombreux candidats à l'emploi sur les techniques de recherche de stage, parfois délicates à aborder au sortir de la formation académique. Vraiment, ce forum est très bienvenu parce que déjà, on n'avait pas au niveau universitaire, on n'avait pas de canalisation, on n'avait pas aussi de petites astuces pour enchérir nos CV, nos lettres de motivation. Donc, c'est vraiment un bon forum pour nous coacher de façon professionnelle pour qu'on se déploie. Je suis heureuse d'être ici, à l'Hôtel Ivoire, parce que c'est un forum qui nous permet à nous, les étudiantes, de nous frotter directement aux entreprises et nous permet d'avoir des stages conséquents. Plusieurs entreprises étaient d'ailleurs présentes dans les stands où des rencontres B2B ont eu lieu avec les participants. Pour ces entreprises, l'organisation de ce salon se présente comme une véritable aubaine pour détecter des talents dans un contexte de transformation économique accélérée. Nous participons à ce forum de stage pour bien évidemment afficher notre entreprise, présenter notre entreprise, faire connaître notre entreprise, la Géroute. Donc, nous sommes ici pour recruter également des stagiaires, pour également présenter des offres d'emploi pour des recrutements
Et ces 2 jours nous ont permis de parcourir un certain nombre de CV, donc, dans lesquels notamment nous allons prendre certainement des stagiaires. Et également, c'est probable, après entretien qu'on fixera la semaine prochaine, il est probable qu'on retienne 2 ou 3 personnes au sein de la Géroute. Au terme de cette 4e édition, le comité d'organisation, avec à sa tête la directrice générale du groupe Empower, Fanta Traoré, espère pérenniser cette initiative dont l'impact sur le monde du travail pourrait accroître les chances d'employabilité des candidats à l'emploi. L'objectif donc aujourd'hui, c'est d'organiser le forum des stages. Le forum des stages que nous avons surnommé New Power, donc qui est l'objectif principal déjà, c'est de pouvoir au moins offrir 250 stages au minimum à des jeunes qui recherchent une première expérience professionnelle. De plus, pourquoi nous organisons ce forum? C'est un forum que déjà nous organisons pour pouvoir mettre en relation des entreprises effectivement qui ont des opportunités à offrir aux jeunes, parce que ce n'est pas simple parfois lorsqu'on est jeune d'aller taper à la porte des entreprises pour obtenir une première expérience. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, en tant que cabinet, nous avons le devoir d'aider la jeunesse ivoirienne. Donc nous sommes levés et nous sommes vraiment donnés comme objectif tous les ans de manière annuelle de pouvoir mettre en relation les jeunes et les entreprises et permettre ainsi aux jeunes Ivoiriens d'être davantage employables sur le marché du travail. Pour financer ses études face à la cherté des coûts de la formation, certains étudiants et même des élèves sont lancés dans l'entrepreneuriat. Le but est de se faire le maximum d'économies afin de poursuivre les études dans des conditions sereines. C'est un reportage de la télévision burkinabé. Priska Béré est dans son laboratoire. Son activité, faire des gâteaux. Son objectif, se faire de l'argent pour financer ses études. Cette année encore, le bilan est positif pour elle. Les vacances passées, j'ai décidé de commencer avec mes gâteaux. Et j'ai commencé avec 2 kilos. Aujourd'hui, je prends le sac et je le fais une seule fois. À travers ce commerce, j'ai pu acheter une moto et je fais le permis. Grâce à ça, j'ai fait beaucoup de choses. La dernière fois même, je suis allée faire des vacances à Cotonou. Dans le voyage, c'est estimé à quelque chose de plus de 200 et quelques mille. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai même payé ma scolarité l'année passée qui coûte plus de 600 et quelques mille aussi. Et je vais encore payer ma scolarité qui coûte plus de 900 et quelques mille pour le master cette année. La moisson est également bonne pour Cheikh Aboubakar Ouattara, élève en classe de terminale. Pendant ses vacances, il a fait de la soudure son passe-temps et sa source de revenus. Chaque année, après le cours, lors des vacances, que j'apprends la soudure. Ce métier m'a beaucoup appris et ça m'a rapporté beaucoup de choses. Puisque ça m'a permis d'aider les parents à régler la scolarité. J'arrive à payer mes documents et mes cahiers moi-même et mon sac d'école. Donc tout ça, je peux dire que tout ça, ce sont des avantages du métier. Abdul Razak et son camarade sont tout petits. Mais leurs conditions de vie les amènent à se tailler de petits boulots pendant les vacances, et cela malgré l'interdiction du travail des enfants. Laver les motos, ils s'y adonnent à cœur joie et se font un peu d'argent de poche. Moi, je viens travailler ici parce que j'ai besoin d'argent pour payer la scolarité de l'école et puis payer des sacs et puis des vêtements. C'est ça que moi je fais avec mon argent. Je peux avoir 15 000 francs pour partir payer mes vêtements et puis payer mes sacs d'écolier. Quand l'école va commencer, je vais essayer le travail, partir étudier. Après les prochaines vacances, je vais revenir travailler. Le point commun entre Priska, Aboubakar et Razak, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Entreprendre pour être à l'abri du besoin, entreprendre pour ne ni voler, ni mendier. Concilier études et petits métiers, c'est la voie pour assurer la...
Plus de 5 milliards de francs CFA pour réussir la transition agroécologique dans le Sahel et dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est le vaste chantier que l'Agence française pour le développement a initié dans 5 pays de la sous-région, dont le Sénégal, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire, où la phase de lancement du projet a eu lieu ce vendredi 20 septembre dernier à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, ce sont quelques 580 millions de francs CFA qui seront déployés pour la première phase du projet. Les explications avec la télévision ivoirienne. D'une durée de 4 ans, le projet d'appui à la transition agroécologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest va s'étendre sur 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce projet vise à améliorer les performances des exploitations familiales agricoles pour la sécurité alimentaire. Il est financé par l'Agence française de développement AFD pour un montant global d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA. La transition agroécologique, je crois qu'on n'a plus le choix. On est convaincu que c'est une des solutions importantes face aux défis de la baisse de la productivité des agricultures, de l'augmentation démographique, des dérèglements du climat. Ce projet sous-régional concerne le maraîcher, la cacaoculture et la pisciculture. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'inscrit dans le programme national d'investissement. Il est de ce fait important que le MINADER s'associe à sa mise en œuvre pour le bien-être de nos braves acteurs du monde agricole. Le projet va impacter plus de 2500 producteurs. C'est plus de 880 000 €, soit environ 580 millions de francs CFA pour le développement des innovations à la transition écologique. En Côte d'Ivoire, les premières actions dans le cadre de ce projet seront effectuées dans les localités de la Maraoué, de San Pedro et de Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, 100 millions d'euros, c'est le montant que la Proparco compte injecter dans le financement du secteur privé chaque année. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 2 octobre la directrice régionale de la filiale de l'Agence française de développement en charge du développement du secteur privé lors d'un dîner de présentation du projet à Abidjan. Selon Fatoumata Sissoko Sy, la Proparco dispose d'un portefeuille de 600 millions d'euros pour l'Afrique de l'Ouest, dont la moitié sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Autre projet en vue dans le soutien de l'agence à la croissance des économies africaines, l'initiative Choose Africa, dont la mise en œuvre est à l'étude avec des partenaires stratégiques pour une utilisation judicieuse des 2,5 milliards d'euros destinés à financer les très petites entreprises, les PME, et les startups sur le continent. La 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre 2019 au Parc des Expositions à Abidjan autour du thème « L'habitat pour tous ». Pour la journée de ce jeudi 3 octobre, nos reporters se sont rendus sur place pour constater l'ambiance qui prévalait. C'est ce à 48 heures de l'apothéose. C'est un compte-rendu de Doxy Kwaku et Christian Hago. Depuis ce mardi 1er octobre 2019, se tient à Abidjan la 7e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Parrainé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cette édition placée sous le thème « Habitat pour tous » réunit près de 300 exposants et participants. Une occasion pour les entreprises du secteur de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat en Afrique et même outre-Atlantique de présenter leurs innovations, à l'instar de Universal Industries qui a exposé ses nouveaux produits dits 3P lors d'une conférence ce jeudi 3 octobre au sein de la salle de conférence du site aménagé à cet effet. Nous avons en conséquence travaillé à leur offrir des produits innovants, à la pointe de la technologie que nous avons le plaisir de vous présenter ce jour. Ce sont les PAN Z et les PAN Sigma, les planchers collaborants et les placos, que nous avons baptisés les 3P. Incontournables dans l'industrie du bâtiment, les 3P sont respectivement indiqués pour les charpentes métalliques, les dalles et les staffs. Plateforme d'échange entre les entreprises du secteur, Archibat est par ailleurs une opportunité pour ces acteurs d'avoir une visibilité internationale, de se faire connaître, mais aussi de se tisser un réseau relationnel entre entreprises.
L'intérêt d'être à Archibat aujourd'hui, c'est un salon qui réunit tous les acteurs qui participent à la construction dans le pays. Donc c'est l'endroit le mieux approprié pour capter de nouveaux clients. C'est l'endroit le mieux approprié pour pouvoir faire parler des innovations en termes de construction, en termes de recherche sur la construction et tout ce qui va avec. On est importateur de produits PVC, un produit qui n'est pas encore trop connu ici en Côte d'Ivoire. Et au travers Archibat, on est venu se faire connaître. C'est la 2e édition qu'on fait. Le salon ne désemplit pas. Des visiteurs, dont de nombreux étudiants, venus pour découvrir le marché local de la construction, tentent de nouer des contacts avec les entreprises évoluant dans le secteur. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir voir un peu ce qui se passe dans l'industrie. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bon, on est venu, on a visité un peu, on a vu un peu de ce qui nous intéresse, pour pouvoir plus s'orienter dans ce que nous voulons faire demain. Notons que l'édition 2019 d'Archibat est prévue pour s'achever ce 5 octobre. Une transition avec ce extrait d'émission Je crée ma start-up avec Sherita Johanna, une lucarne qui s'adresse directement à tous ceux qui ambitionnent de se lancer dans l'entrepreneuriat avec très peu de moyens. Des méthodes pratiques que je vous propose de suivre avec attention. Alors moi je vais tout de suite vous poser une question. Oui. Dans quel état d'esprit est-ce que le porteur de projet doit s'inscrire avant de se lancer dans la réalisation de sa start-up? Eh bien, je dirais que un porteur de projet doit en vouloir. C'est une question de motivation. D'accord. Donc, il doit d'abord se poser la question de qu'est-ce qui me pousse à réaliser mon entreprise ou à vouloir créer une entreprise. D'accord. Si la motivation est purement, je veux dire, alimentaire, au sens où, je trouve rien à faire et j'ai faim, le risque que ce projet-là s'éteigne lorsqu'il sera satisfait, lorsqu'il sera rassasié, est grand. Si c'est par contre la volonté, le désir de se réaliser, c'est-à-dire si le porteur de projet estime que cette entreprise est une expression de son être, c'est une façon d'exister, d'accord? Alors, il cherchera chaque fois à bonifier cela. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas humble, quelqu'un de trop sûr de soi, c'est sûr que même quand on vous donnera de bons conseils, vous n'allez pas les suivre. Parce que mais être sûr de soi par moment, c'est bon, c'est positif, c'est pas forcément négatif. Non, être sûr de soi, c'est une erreur. Avoir de l'assurance, c'est bon. D'accord. D'accord? Quelqu'un qui a de l'assurance, c'est quelqu'un qui suit méthodiquement une procédure. On lui dit, tu fais ça d'abord, ensuite tu fais ça. Donc lui, il n'a pas peur. Il fuit le protocole, donc il s'attend naturellement à atteindre un objectif. D'accord. Quelqu'un qui est sûr de soi, il s'octroie plus de capacité ou d'aptitude qu'il en a. De sorte qu'il ne fait plus attention à ce qui pourrait être des écueils. Pour lui, non, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Je vais prendre l'argent, je vais le faire. Ça va marcher, ça va marcher. Pourquoi ça va marcher, il ne peut pas vous l'expliquer. Mais il est convaincu que ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des erreurs clés typiques. Hein. Il y en a qui ont trop d'enthousiasme. Il y en a qui sont mal encadrés, mal conseillés. Tout ça fait des erreurs. Mais je pense que tout part déjà même de la personnalité de l'entrepreneur. Autre rapport dans le menu de cette édition, celui du Centre technique de coopération agricole et rurale, CTA. Selon l'institution, les progrès réalisés par les États africains en matière de développement de l'agriculture numérique sont encourageants. En 2012, l'on recensait seulement 41 solutions numériques pour l'amélioration du système de production, des chiffres qui ont connu une nette évolution à l'heure actuelle, puisqu'en 2019, ce sont 390 solutions qui étaient proposées aux acteurs de la filière sur le continent. Ces solutions sont répartis, il faut le noter, en 5 catégories, à savoir services de conseil, information de marché, accès aux services financiers, gestion de la chaîne d'approvisionnement et macro-intelligence agricole. Déjà, 33 millions d'agriculteurs auraient commencé à intégrer ces innovations dans leur système de production et le défi que doivent actuellement relever les États, toujours selon le CTA, c'est augmenter le niveau de financement des startups porteuses de ces solutions qui pourraient garantir une sécurité alimentaire pérenne face à la croissance démographique galopante.
On met le cap sur l'Afrique centrale et plus précisément dans la zone CEMAC, où la Banque des États d'Afrique centrale vient de mettre à la disposition des établissements bancaires de la région une enveloppe de 20 milliards de francs CFA destinée au financement du secteur privé. Un appel d'offres a donc été lancé à l'endroit des structures bancaires désireuses d'obtenir ce financement dont l'encours dure sur une période d'1 mois, soit du 3 au 3 octobre 2019. Le taux d'intérêt imposé de 3,5% répond, selon l'institution, aux conditions en vigueur sur le marché sous-régional. Toujours dans l'actualité économique dans la zone CEMAC, les banques des États d'Afrique centrale, BEAC, devraient procéder incessamment à la mise en circulation de nouveaux billets de francs CFA de l'espace UMAC. La nouvelle a été rendue publique au terme de la session ordinaire du comité interministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale qui se tenait ce mercredi 2 octobre au siège de l'institution bancaire à Yaoundé au Cameroun. La valeur des coupures ne changera pas fondamentalement puisque ce sont toujours des billets de 500, 1000, 2000, 5000 et 10 000 francs CFA qui seront renouvelés. En Égypte, la rogne se poursuit dans le milieu populaire alors que les perspectives macroéconomiques s'annoncent sous de bons auspices pour cette économie d'Afrique du Nord. La croissance enregistre une hausse de 5,2% en moyenne par an. Les réserves de change se sont multipliées par 4 depuis 2014. Les chiffres de l'inflation ont reculé pour se situer à 7,5%. Mais sur le terrain, ces performances ont du mal à se matérialiser avec les entailles dans les dépenses sociales. Pour le gouvernement égyptien, il s'agit aujourd'hui de relever le défi de l'emploi pour atténuer la crise sociale. Les choses se compliquent dans les relations entre l'Europe et les USA. Le département américain du commerce resserre les taux autour des projets de grande consommation en provenance d'Europe. 150 catégories de produits seront surtaxées à partir du 18 octobre 2019 en représailles aux subventions illégales accordées par l'Europe à l'avionneur Airbus. Entre autres produits dans la ligne de mire de Washington, les vins français, les vins espagnols et allemands, mais également les produits agroalimentaires et textiles. Le tout pour un montant global de 7,5 milliards de dollars. L'OMC a en effet autorisé les USA à enclencher la procédure de sanctions sur la base des soupçons qui pèsent sur Airbus. Identifier les facteurs qui pèsent sur la croissance des pays membres et travailler à un consensus autour des questions sensibles de souveraineté économique. Dès sa prise en tant que nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international, la Bulgare Kristalina Georgieva a annoncé ses chantiers prioritaires qui tournent autour de la mise en place d'une politique de consensus dans la gestion des défis économiques sur la planète. On l'écoute dans cet élément d'Africa News. C'est effectif. L'économiste et actrice politique bulgare Kristalina Georgieva a pris ses fonctions de directrice générale du Fonds monétaire international mardi. Georgieva arrive à la tête de l'institution de Bretton Woods au moment où elle fait face à une atroce guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Dans l'immédiat, le défi le plus imminent est pour nous, au sein du Fonds, de travailler à l'identification plus spécifiquement des risques pour chaque État membre, en particulier pour les pays qui sont déjà confrontés à des difficultés, et de veiller à ce qu'ils gèrent bien ces risques. Et une fois en travaillant avec les membres, ce que le Fonds nous offre, c'est cette incroyable plateforme pour nous réunir afin que les questions difficiles soient moins difficiles à surmonter lorsque nous pouvons parler les uns aux autres et établir un consensus. L'économiste de 66 ans a été directrice générale de la Banque mondiale où elle s'est forgée une réputation de championne de l'égalité des sexes. Georgieva entend mettre un terme à la guerre à laquelle les deux grandes puissances économiques se sont livrées depuis des mois. Pour le micro-trottoir de ce vendredi, nous avons interrogé le public ivoirien sur le rôle de l'UNICEF. Que savez-vous de cette institution et de ses actions dans le monde? Rebecca Troé Sorokipeya était dans les rues d'Abidjan. L'UNICEF, c'est une organisation mondiale qui se charge de l'éducation.
L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'occupe de la protection des enfants et aussi de tout ce qui est enfant, aide aux enfants et tout. Je pense que l'UNICEF, c'est une organisation qui aide les enfants dans le monde, en tout cas, surtout en Afrique. Pour moi, l'UNICEF a pour le rôle de veiller sur la protection des enfants, voilà, tout en garantissant leurs droits et aussi la sécurité. Bon, pour moi, l'UNICEF, c'est pour veiller à la sécurité des enfants. L'UNICEF, c'est une organisation qui s'occupe je crois bien, des enfants. C'est genre comme une branche que je connais aussi, comment on appelle, l'IBF, un genre comme ça. D'abord, l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance. Je vous laisse à présent suivre ce élément explicatif de l'organisation. Voici le doc de ce journal. Que pourrait-on faire pour que tous les enfants grandissent dans les meilleures conditions? C'est justement le travail de l'UNICEF de protéger les enfants. Par exemple, en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, l'UNICEF leur vient en aide. Il existe aussi des endroits où les enfants sont obligés de travailler, de se marier ou même de faire la guerre. On ne peut pas tolérer ça. Parce que toi et tous les enfants avaient des droits qui sont inscrits dans un texte important, la Convention internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF s'assure que le nom de chaque enfant figure bien sur un registre, c'est le droit à l'identité, le droit numéro 1 pour être protégé. Dans le monde, un enfant sur 2 est vacciné grâce à l'UNICEF. L'eau est aussi très importante pour rester en bonne santé. L'objectif clé de l'UNICEF, installer des robinets et des toilettes dans les écoles pour qu'un maximum d'enfants puissent en profiter. Les enfants qui ne mangent pas assez souffrent de malnutrition. Dans ce cas, l'UNICEF peut leur apporter des sachets contenant une pâte pleine de vitamines et qui va les guérir. L'UNICEF veut l'égalité entre les filles et les garçons et fait tout pour que de plus en plus de filles aillent à l'école. Direction Dabou, dans le sud ivoirien, à la rencontre des fabricants d'atiéké. Ce mets fabriqué à base de semoule de manioc n'est certes pas l'apanage des seules femmes de la région, mais à Dabou, elles en ont fait un produit de rente avec un traitement tout à fait adapté aux normes de la région. Au final, c'est toute une filière qui a fini par en émerger. Reportage. L'atiéké de Dabou, en voilant un terme que les Abidjanais connaissent bien, en particulier ceux qui sont abonnés aux produits de grande consommation. Si cet aliment a fini par se faire la réputation qu'on lui sert aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'il diffère de l'atiéké courant que les Ivoiriens ont l'habitude de consommer, mais sa spécificité réside un peu dans une sorte de mélange alliant à la fois originalité culinaire et modèle de conditionnement. Yopougon Carrefour Siporex. C'est ici sur l'une des plaques tournantes du commerce dans la capitale économique ivoirienne que sont déversées chaque matin des cargaisons de sacs d'atiéké en provenance de Dabou, dans le sud-est ivoirien, à quelques encablures d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, on connaît les Ébriers pour le lien séculaire avec l'atiéké. Mais pas très loin d'eux, le peuple Adjoukrou voisin a aussi réussi à trouver sa voie. Et ce sont justement les femmes issues de cette peuplade qui tiennent le commerce de ce genre d'atiéké, l'atiéké de Dabou. La particularité de ce produit, c'est que l'atiéké convoyé directement de Dabou est conditionné dans des boules en sachet, puis revendu sous forme de demi-gros par des femmes adjoukrou, qui ne chôment pas du tout, non seulement en raison de la qualité gustative de le produit, mais surtout à cause de son caractère économique. La quantité étant importante et le coût très abordable, aussi entre 100 et 300 francs CFA. Attiéké de Dabou, la différence c'est que les grains sont bien secs. Adjoukrou veut attiéké qui est bien sec. C'est ce qui fait la différence entre les autres attiékés. En fait, c'est les différents types de formats. Vous voyez celui-ci par exemple, c'est l'attiéké de Dabou. Voilà le format d'attiéké de Dabou.
vous rentrez sur le marché, automatiquement vous voyez la ticket de ce genre, c'est la ticket de Dabou. À vue d'œil, la ticket de Dabou a une très grande différence. Par les grains, la couleur, 1 kg. Souvent ça fait 1 kg quelques grammes. Voilà la ticket de Grand Laou. Vous allez voir que le format de Grand Laou et le format de Dabou n'est pas la même chose. C'est très différent. 800 grammes. Il y a des formats encore plus qui sont les formats d'Azopé et autres, de Songon et de Jacquesville. Eux, c'est encore moins. Ça fait 300 grammes à 500 grammes. Ici, les acheteurs n'ont pas tous les mêmes modes d'utilisation. Certains viennent s'approvisionner pour la consommation domestique, quand d'autres en achètent en quantité assez importante pour ensuite le revendre dans d'autres quartiers d'Abidjan, après avoir révalorisé les prix à la vente. Le réseau est vaste. C'est toute une industrie qui s'est créée autour de cette autre version de la tiki et qui permet à de nombreuses femmes de faire tourner leur activité, simplement à partir de ce qu'elles ont de propre à elles, l'originalité gastronomique de leur région. C'est par rapport au sac, il y en a assez. Nous on vend pour avoir sur le sac on a 1000 francs, pour ne pas que ça se gâte. Et puis aller chauffer le lendemain pour revenir, c'est trop, donc on liquide pour donner aux gens. Et on prend, sur le sac on prend 1000 francs. Maintenant quand il n'y en a pas, c'est là nous on gagne. Sur le sac tu peux avoir 5000. On arrive à avoir des bénéfices. Parce qu'à checker des Dabou là, on peut mettre le sac là, 20 000 francs. Arriver ici, tu te fais 250, tu as 5 000 francs de bénéfices. Si tu as fait à 275, tu as 7 500 bénéfices. Tu as fait à 300, tu as 10 000 francs sur un sac de 20 000. Avec ces bénéfices, beaucoup parviennent à l'autonomie. Même si jusqu'à présent, on en vient encore à déplorer la précarité des conditions d'évolution de ce secteur d'activité. Suivons à présent, chers téléspectateurs, l'évolution des cours du franc CFA zone Afrique de l'Ouest pour cette journée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, bonne fin de semaine. Bref, bon week-end. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien et restez connectés sur 2F TV.